Bonjour, je m'appelle Robert Guédiguian et je vous conseille de regarder l'interview du Tarpin Bien. Alors Robert Guédiguian, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'abord d'avoir accepté cette interview. On est aujourd'hui au château de la Busine et vous êtes venu faire une présentation de votre film Le voyage en Arménie. Oui, ça inaugure un cycle de 5 films, je crois, qui va être diffusé là. Alors Le voyage en Arménie, on va peut-être commencer par là, dans votre filmographie. Est-ce que c'est un peu ce film votre voyage en Arménie à vous, en fait? Oui, tout à fait. La première fois que je suis allé en Arménie, c'était en 2000, oui, c'est ça. Et effectivement, j'y suis allé avec des amis d'ici qui travaillaient à la restauration en fait, de cinéma là-bas qui avait disparu il y a plus après la fin de l'Union soviétique, le tremblement de terre, enfin toutes les misères qui s'étaient abattues sur l'Arménie à cette fin de siècle. En fait, l'Arménie renaissait de ses cendres et des amis de la diaspora arménienne, des amis marseillais, avaient décidé de réouvrir un cinéma. Voilà. Donc ils m'ont demandé pour la réouverture, ils m'ont dit écoute, ça serait super que tu viennes parce qu'on ferait une rétrospective de tes films. Donc c'est à la fois, tu es français, tu es d'origine arménienne, tu es de gauche, parce que tous ces amis-là sont des gens de gauche, et effectivement, tu fais du cinéma qui est du cinéma, c'est le cinéma que nous aimons, c'est-à-dire un cinéma qu'on appelle indépendant, en fait. Ouais. Voilà. Donc je suis allé là-bas pour la première fois pour présenter 10 films. Tout ça, ça transparaît beaucoup dans le film, cette Arménie post-soviétique, oui. En fait. C'était l'Arménie que vous vouliez montrer, les difficultés de l'Arménie et d'ailleurs en fait un peu de tous ces pays de l'Est qui sont sortis du communisme et qui passent au marché. Oui, oui. Bien sûr que la problématique de l'Arménie dans ces années-là et encore aujourd'hui ressemble fortement aux problématiques de tous les pays qu'on appelait halogènes, enfin, déjà du temps de l'Empire russe. Enfin, donc tous ces pays qui étaient dominés par la Russie d'abord et par la Russie soviétique ensuite. On va dire par la Russie tsariste d'abord et la Russie soviétique ensuite. Mais plus largement, comme le public là-bas était très très heureux de nous voir, ils sont toujours très heureux d'ailleurs de voir des Arméniens du monde entier qui viennent les voir. Ils nous ont quasiment, dans tous les débats que nous avons faits, ils nous ont quasiment commandé le film, quoi. C'est-à-dire que des tas de gens, surtout très jeunes d'ailleurs, surtout les jeunes gens partout dans les universités, les lycées où on allait, nous disaient mais pourquoi vous ne faites pas un film ici, venez faire un film ici, voilà. On a répondu à leurs demandes, on va dire. Et évidemment, immédiatement, moi j'ai pensé que il fallait que le film, j'allais presque dire, leur recommande, en fait, leur propose en fait, de rester chez eux, quoi. Parce que, évidemment, dans cette Arménie un peu moribonde, en 20 ans, il y avait un exode énorme, beaucoup de jeunes gens s'en allaient, en particulier tous les jeunes gens qui avaient du talent, quoi. C'est-à-dire tous les jeunes gens qui avaient des qualités, des capacités techniques, intellectuelles ou autres, partaient soit en Russie d'ailleurs, soit aux États-Unis, à Los Angeles. Souvent à Los Angeles, où il y a 500 000 Arméniens quand même à Los Angeles, il faut le savoir. Et donc le film voulait et le film raconte ça d'ailleurs, puisque ça raconte l'histoire de quelqu'un de la diaspora qui va chercher son père qui était né en Arménie, qui va le retrouver, essayer de le retrouver là-bas. Son père, à travers cette idée, quand il veut que sa fille le recherche, se dit qu'à travers ça, il va lui faire découvrir son arménité à cette fille qui est née ici. Et il y a un double mouvement, il y a ce mouvement de retour, et il y a un mouvement d'une jeune fille qu'elle rencontre là-bas qui veut s'en aller, et elle va la persuader de rester là-bas. Et en particulier, elle va avoir une rencontre amoureuse, ce qui fait qu'elle va rester là-bas. Et fonder probablement une famille là-bas, vivre là-bas, quoi. On retrouve évidemment en plus vos thèmes de prédilection. Marseille, qui est très présente dans le film. C'est le point de départ, oui. Aussi une dimension de polar que vous aimez bien. Il y a une histoire policière dedans. Avec, du coup, c'est intéressant, l'implication effectivement des mafias là, qui s'emparent un petit peu de ces nouveaux marchés. Et effectivement, aussi la dimension, on peut dire... sociale, engagée, avec ce personnage de Chaké qui effectivement veut partir parce qu'elle pense qu'elle va gagner de l'argent en France. Oui, mais tous les Arméniens à ce moment-là, beaucoup de gens d'ailleurs dans le monde, mais peut-être c'est un peu moins vrai peut-être aujourd'hui, avec Internet, etc. Tout ça, en 2000, il n'y a pas encore Internet. Donc on sait moins de choses enfin, du reste du monde. Et c'est vrai que les gens pensaient que la France et en général l'Occident, que c'était l'Eldorado, quoi.
que l'argent poussait sur les arbres dans les rues. Je veux dire que tout était permis, tout était possible. Et donc, nous, dans les débats, on s'est chiné à dire, mais en fait, moi, je vis dans un pays où il y a 3 millions de chômeurs, où il y a des banlieues délabrées, où il y a des tas de choses, où il y a de la drogue, où il y a, voilà. Il fallait, presque les gens ne nous croyaient pas, croyaient qu'on exagérait, qu'on était des gens très très pessimistes en fait sur l'Occident. Donc ils rêvaient tous de s'en aller en pensant que tout irait beaucoup mieux. Et moi je rétorquais toujours, je disais, mais en fait, au contraire, ici vous partez presque d'une espèce de base évidemment ancestrale pour des choses culturelles, la langue, etc. Tout ça, mais j'ai quand même l'impression que vous partez de zéro. C'est comme le Far West. Vous arrivez, vous avez un pays à construire, c'est quand même extraordinaire. Voilà. Donc je dis, moi si j'avais 20 ans, je préférerais être ici qu'être en Occident. Surtout rester là. Vous allez vous emmerder, quoi, presque, je disais, en Occident. Vous allez avoir des difficultés. Bon. Alors que là, vous pouvez avoir des idées, inventer un nouveau monde. Donc restez là. Vous aimez bien aussi jouer avec le langage dans vos films. Et là, c'est particulièrement le cas, du coup, parce qu'il y a des allers-retours entre la langue arménienne, la langue française. Ça n'a pas été difficile à gérer, ça, avec les comédiens, ceux qui parlaient pas arménien? Non, en fait, c'est assez... au fond, vous savez, presque ça démontre ça, s'il fallait le démontrer. En fait, le travail de mise en scène, en fait, le travail d'acteur, etc., ne passe pas par la rationalité de l'intelligence, ne passe pas par de la théorie, ne passe pas par de l'explication de texte. Ça passe par de la sensualité. Donc, comprendre une situation de manière sensuelle, même sans en connaître exactement le vocabulaire du dialogue, ce que dit l'autre, etc., tout ça, la situation fait que un acteur qui joue en arménien et qui ne comprend pas le français face à une actrice, en l'occurrence française, qui ne comprend pas l'arménien, ils jouent merveilleusement bien ensemble, quoi. Bien évidemment, ils sont tout à fait renseignés sur ce qui s'est passé avant, ce qui va se passer après, sur ce qu'est le film. Ils connaissent l'histoire générale. Et après c'est une affaire de sensualité. Moi, je dis souvent, le cinéma pour les acteurs, y compris pour le metteur en scène avec les acteurs, ça ressemble plus à la danse, en fait, que la lecture de texte à la table. Hein. Je veux dire, bon, là, on danse ensemble, en fait. Donc, quand on danse, on n'est pas obligé de se parler. Vous avez été révélé au grand public avec Marius et Jeannette, qui donnait une vision assez sympathique de Marseille. Quelques années plus tard, vous avez fait un film qui s'appelle La ville est tranquille. C'est un peu moins sympa. Qui est un peu moins sympa. Beaucoup plus sombre. Moi c'est le film que je préfère dans votre filmographie. C'était une réponse à Marius et Jeannette? Non. Oui et non. D'abord, j'ai jamais fait des films pour parler de Marseille, en fait, déjà. Je fais des films pour parler de moi. Mais comme moi, je suis Marseillais, et que je considère qu'effectivement, l'endroit où on tourne donne la forme à un film, en fait. Le fond d'un film, c'est toujours quelque chose, ça devrait être. C'est toujours quelque chose d'universel qui parle au monde entier. Mais la forme, c'est l'endroit où on tourne, bien entendu. Je veux dire, un film de Fellini, c'est à Rome, un film de Woody Allen, c'est à New York. Voilà, quoi. Je veux dire, un film d'Almodovar, c'est à Madrid. Enfin, voilà. Donc, c'est une affaire de forme, en fait. De langue, comme je dis souvent. Comme je fais pas des films sur Marseille, je fais des films en marseillais. Voilà. C'est en marseillais, d'ailleurs, le double sens. Comme si le marseillais était un langage, ce que c'est pas le cas, mais je le dis pour essayer d'expliquer ce que je veux dire, par commodité. Et je veux dire, en tant que marseillais, dans la langue marseillaise, qui est la langue que je connais, voilà. Donc mais je ne fais pas des films sur Marseille, et peu m'importe, en fait, que les films soient pessimiste et optimiste sur Marseille. Je veux dire, je fais pas des films pour faire de la pub pour Marseille. Non, mais quoique, comme disait un vieux socialiste allemand du 19e siècle, qu'on parle de vous en bien ou en mal, c'est toujours bien, c'est toujours une bonne chose. Voilà. Tant qu'on parle de vous. Tant qu'on parle de vous. Donc c'est ça qui compte. Voilà. Donc je sais que mes films, même quand c'est La ville est tranquille, font une espèce de promotion de cette ville-là, bien entendu. Voilà. Mais c'est vrai que les films ne sont pas faits dans ce but-là. Donc quand je dis je parle de moi, je parle de mes humeurs, de mon rapport au monde, de ce que je crois être l'état du monde au moment où je fais les films. Et j'ai toujours considéré qu'effectivement les tragédies parlaient du monde, les comédies aussi parlent du monde. Donc il faut faire les deux, et les deux choses, depuis la nuit des temps, c'est ça, je veux dire. Moi j'aime autant Aristophane que Sophocle. Voilà, donc je sais que, et par goût, et par choix, par métabolisme, voilà, j'ai envie, moi je peux pas. Il faut toujours que je me console moi-même. Donc quand j'ai envie de me consoler,
je fais un film encourageant. Ouais. Et quand j'ai vraiment le bourdon, je fais un film terrible. Voilà. Mais je ferai toujours les deux. Hein, j'ai fait un film là qui va sortir, qui est au moins aussi noir que La Ville est tranquille, qui sortira bientôt. Gloria Mundi. Oui. C'est ça, qui sort le le 27 novembre. Le 27 novembre. Ouais, dans les neiges du Kilimandjaro. Le personnage principal, c'est un personnage qui est un syndicaliste en fin de carrière. Et il culpabilise un peu d'être devenu une sorte de petit bourgeois avec sa femme et tout ça. Et il voit il est agressé. Et il voit un petit peu dans son agresseur une forme de nouveau prolétariat qu'il a oublié. C'est comme ça que vous voyez, vous ? Non. Non ? Mais non. Mais enfin, ceci dit, ils ne sont pas... comment dire ? C'est une immense qualité face à une situation, quelle qu'elle soit, de regarder ce qu'on fait soi-même ou ce qu'on a fait soi-même face à cette situation, quoi. Donc c'est une grande qualité. Ce sont d'abord, c'est pas des gens qui sont, c'est des ouvriers qui ont à la fin de leur vie, après 40 ans de travail, justement, ils ont une toute petite maison et ils ont une petite voiture pourrie. D'ailleurs, on a pris le soin, vous l'imaginez, de choisir une voiture vraiment très laide, en fait, je veux dire très vieille. Donc ce sont pas des bourgeois au sens, ils sont pas riches, quoi. Mais quand je disais justement petit bourgeois, c'est la vision qu'il a de lui-même, en fait. Oui, c'est ça, parce qu'il se dit d'un coup, il s'interroge, c'est-à-dire que pourquoi ? Parce que ce sont des gens extraordinaires, quoi, voilà. Et les gens extraordinaires s'interrogent. Je pense que si on est extraordinaire, on s'interroge. On s'interroge sur ce qu'on fait soi-même aussi. On ne renvoie pas la responsabilité à la terre entière, au capitalisme, au bon Dieu, aux impérialistes, je ne sais pas quoi. Bon, enfin, voilà. On se dit, j'y suis peut-être pour quelque chose. Ce qui ne va pas aujourd'hui, c'est aussi de mon fait. Voilà. Pas que, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux pour que la situation ne soit pas celle-là. Voilà ce qui se reproche de ces gens-là. Ouais. Justement parce que pour moi, ce sont des personnages absolument exemplaires. Et évidemment, face à quelqu'un aujourd'hui de plus démunis qui vit une période différente, puisque eux ont probablement travaillé 30 ans au même endroit. Voilà. Ce qui est une chose qui n'existe plus. C'est fini. Plus personne au monde ne travaille au même endroit toute sa vie. Voilà. Et ça va être de moins en moins le cas probablement. Donc face à un jeune homme d'aujourd'hui, donc, qui est plus précaire, qui a d'autres difficultés, etc., il se dit que effectivement peut-être que les méthodes qu'il utilise lui de combat, etc., sont désuètes, ne sont pas les bonnes, etc., etc. Donc ça le pousse à réfléchir. J'allais dire, pas à culpabiliser, mais à prendre sa part de responsabilité ce qui n'est pas du tout la même chose que culpabiliser, que cette notion psychologique, un peu tout ça. Non, il dit, je dois avoir une part de responsabilité. Comment je peux faire pour me mettre côte à côte avec ce jeune homme-là et qu'on continue à se battre ensemble, puisqu'évidemment, nous avons les mêmes intérêts. Vous avez une façon de faire du cinéma dans la production qui est un petit peu proche du théâtre. Vous travaillez en troupe, avec beaucoup les mêmes comédiens. Est-ce que vous tendez vers une façon communiste, en fait, de produire du cinéma ? Je crois, en tout cas, je crois, au sens où, si vous voulez, moi je dis toujours, je fabrique des moments communistes, en fait. Voilà, c'est-à-dire des moments où les individus ne se réalisent que dans le collectif, et le collectif n'existe que grâce à tous ces individus. Voilà, un film, c'est assez exemplaire de ça. Évidemment qu'un film, c'est le résultat convergent des efforts de plein de gens, déjà évidemment de l'équipe technique, des collaborateurs artistiques et bien sûr des acteurs. Et tous y retrouvent leur compte, c'est-à-dire tous leur part. Et en même temps, la part essentielle, c'est quand même le film en tant qu'objet film. Voilà. C'est pas évidemment le type qui s'occupe de l'image, en fait, de la photographie, s'occupe plutôt de la photographie, bien entendu, mais il s'occupe de la photographie et du film. Tout le monde s'occupe de sa part, donc du côté individuel, et de la part commune qui est le film. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là dans l'idée même de la fabrication d'un film. Évidemment, ça m'intéresse de le pousser au bout cette image-là, cet exemple-là, en fait, on va dire. Voilà. Vous avez toujours été très engagé à gauche, et ça se voit dans vos films. Vous parlez en gros des laissés pour compte de la vie. On pourrait dire, en fait, aujourd'hui, c'est ceux qui ont, on dit c'est ceux qui ont raté le train de la mondialisation aujourd'hui, peut-être face à la
fameuse Startup Nation de Macron. Et ils ont raté le train ou ils n'ont pas eu l'occasion d'y monter. Ou ils n'ont pas eu l'occasion d'y monter, exactement. Il n'est pas passé chez eux, quoi. Il passait d'une autre gare un petit peu ailleurs. Exactement. Ouais. Il reste quoi de la gauche en France, à votre avis ? Moi, je crois qu'il pourrait rester tout. C'est-à-dire, je ne suis absolument pas d'accord avec l'idée d'un dépassement en fait, de la gauche et de la droite. Je veux dire, parce que, on va dire, quoi, depuis les origines, depuis 1789, voilà, quoi. La gauche représente une idée, on va dire, et plus du côté de l'égalité dans les trois marches là, qui constituent le perron de la République, comme disait Victor Hugo, plus du côté de l'égalité et de la fraternité. Et on va dire que la droite insiste plus sur la liberté. Parce que dans la liberté, il y a la liberté de propriété, il y a la liberté d'exploitation, il y a la liberté du commerce, il y a la liberté de la concurrence, il y a la liberté... Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose, il n'y a pas que la liberté, on est tous libres, bon voilà. C'est pas que la liberté individuelle. Hein. Donc c'est vrai que selon qu'on tire d'un côté ou de l'autre, on est à gauche ou à droite. Je ne vois pas pourquoi ça ne subsisterait pas, ça. Voilà. Et de la même manière, je veux dire, on va dire que la gauche considère que quand effectivement il y a des gens défavorisés, que ce n'est pas de leur faute, quoi. Qu'il faut tout faire pour qu'ils aient une existence normale aussi. La droite a tendance à penser qu'effectivement c'est toujours de leur faute, qu'ils avaient qu'à travailler mieux, ou qu'ils ne travaillent pas assez, que ce sont des feignants, etc. etc. Bon, voilà. Je veux dire, cette opposition, comme ça, droite-gauche, cette opposition de vision du monde, elle existe toujours. Voilà, la gauche veut plus de partage, la droite veut moins de partage. Ça me semble une évidence toujours d'une actualité brûlante, d'ailleurs. Hein, je veux dire, toutes les 5 minutes, encore aujourd'hui, la dernière discussion et réforme que nous attendons sur, par exemple, l'assurance chômage. Bien entendu, on va baisser les allocations, on va réduire le temps d'indemnisation. Voilà, ça c'est une mesure de droite. La gauche, en général, fait le contraire, c'est de maintenir, je dis en général, voilà, d'essayer de maintenir effectivement un niveau sérieux et d'indemnisation et une durée assez longue de chômage parce que la gauche considère que tout le monde a envie de travailler. Ce qui là aussi nous a mettre une évidence. Je crois que la droite pense le contraire. Bon. Donc ça, c'est pas. Je crois que c'est des divisions qui n'ont pas cédé. Du coup, il reste tout de la gauche, à part qu'elle est en miettes en fait, et qu'il faut la réunir à nouveau. Il faut que la gauche se reconstitue. Elle existe, mais elle est fragmentaire, elle est parcellaire, elle est émiettée. Voilà. Parce que j'ai l'impression que cette gauche dont vous parlez beaucoup, qui est en fait la gauche de votre enfance, hein, dont vous parlez beaucoup dans vos films, cette gauche, on va dire, prolétarienne, syndicaliste, c'est pas vraiment les gilets jaunes, quoi. Elle n'a pas vraiment réussi à se confondre avec les gilets jaunes. Oui, mais ça, si vous voulez, j'en parle beaucoup dans le prochain film, on ne va pas en parler là, mais disons ça simplement, le capitalisme a gagné, en fait, sur le plan des idées. Hein. Dans la bataille des idées, comme disait Gramsci, là, c'est vrai que le capitalisme a gagné. Voilà. Nous vivons une période où même l'être le plus démuni du monde croit dans les valeurs du capitalisme. Voilà. Il ne croit plus dans les valeurs de la gauche, de solidarité, etc. Tout ça. C'est-à-dire, c'est très très grave. C'est le comble de l'aliénation, quoi. C'est-à-dire qu'un personnage qui est au chômage se dit lui-même que s'il est au chômage, c'est parce qu'il n'est pas très bon, quoi. Voilà, il est bon à rien. Donc, le discours capitaliste a été intégré, incarné, repris, quoi, par les gens les plus pauvres, les plus défavorisés. Voilà. C'est pour ça qu'effectivement, il y a plus. C'est en grande partie pour ça qu'il n'y a plus de gauche, etc. Et qu'il faut absolument refabriquer des corps intermédiaires, des partis, etc., qui donnaient de la dignité aux gens, qui les faisaient tenir debout. Voilà, donc mon prochain film parle exactement de ça. Il parle de gens qui, effectivement, sont très démunis et qui tiennent le discours de leur maître. Voilà, ce sont des esclaves qui tiennent le discours du maître. J'ai lu dans un livre d'entretien que vous avez fait, vous disiez dedans que vous n'aimiez pas le cinéma de Tarantino. Je me dis, est-ce que c'est parce que il prend pas assez le cinéma au sérieux quelque part? Peut-être, mais je ne vais pas lui dire ça comme ça. C'est pas que j'aime pas, c'est que non, il y a. Alors de mémoire, la phrase vous parliez, je crois, de Wong Kar-wai et vous disiez Wong Kar-wai qui lui est un réalisateur que j'aime. Ah non, je préfère Tarantino, mais ah non, bon non, ouais. Ah bah alors je retrouverai parce que j'ai pas le livre sous la main pour ce que j'ai dit, ou alors quand j'ai préparé l'interview. Mais c'est vrai que non, si vous voulez, non. Tarantino fait un cinéma effectivement qui ne se prend pas au sérieux et
qui à la fois adore le cinéma, à la fois ne le prend pas au sérieux. Oui. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai une certaine lassitude, malgré la mise en place exceptionnelle, je veux dire, comme seul le cinéma américain sait le faire, donc des moyens dingues, des trucs, des choses très, très, très réussies, d'une virtuosité inimaginable. Donc je ne suis pas aveugle, je veux dire, je vois bien ça, et je peux trouver du plaisir même à regarder ça. Donc c'est pas que je veux dire, la manière qu'il a, par contre, en permanence de faire le clown me fatigue. Quoi. Je veux dire, ça, c'est vrai. Quoi. Voilà, j'en ai marre qu'il fasse ça chaque fois qu'on le voit. Bon, au bout d'un moment, ça me gonfle. Oui, c'est peut-être plus le personnage. Voilà, le personnage, plus quand on se sert de tout ça pour faire, vous savez, en France, on n'a pas vu des pubs, mais Tarantino fait des pubs pour le whisky en Espagne, fait des pubs pour je sais pas quoi en Italie, au Japon. Enfin bon, si vous voulez, c'est pas un cinéaste dont je... Mais c'est pas que je l'aime pas, mais c'est vrai que il me raconte rien. Donc je peux m'amuser 5 minutes à le voir virevolter et faire le clown. Mais 5 minutes. Après, si vous voulez, pour moi, évidemment, comme c'était pas mal un cinéaste de dialogue et j'aime mieux le cinéma, évidemment. D'ailleurs, peut-être que les films que je préfère de lui, c'est Jackie Brown, qui est le film le plus académique, en fait. Oui, c'est vrai. Au moins, il nous raconte une histoire. Évidemment, il sait le faire. Hein, je veux dire, ça, c'est clair. Voilà. Donc, c'est vrai que je ne l'aime pas. C'est qu'il m'ennuie un peu, voilà, à jouer sur la... Dans ce sens-là, il est très contemporain. C'est une vacuité totale. Voilà, bon, voilà, on est dans le vide absolu. Bon. Et le vide absolu... Ça va un peu, quoi. Ça va quelques minutes, pas 2 heures. Quoi. Je m'endors. Je suis endormi déjà, moi. Okay. Voilà. Allez, dernière question pour se détendre un petit peu. Mercredi sort un film de Luc Besson qui s'appelle Anna, avec donc une femme. Moi, j'ai vu que la bande-annonce, donc une femme qui s'appelle Anna et qui évidemment tire avec des flingues, puisque c'est Luc Besson. Je me suis dit, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre le cinéma de Luc Besson et le vôtre, en tout cas le voyage en Arménie, où le personnage s'appelle Anna et où elle tire aussi, aux flingues à la Kalachnikov. Non, je suis pas sûr. J'ai peur que la ressemblance s'arrête là, en fait. Mais Luc Besson, c'est un peu aussi, c'est quelqu'un qui aussi a d'ailleurs énormément de capacité, de talent, d'amour du cinéma, etc., etc. Après, c'est vrai que sa dynamique de producteur, donc la manière aussi dont il fait de la politique, en fait, sans le savoir, ou en le sachant, ou du moins en faisant semblant de ne pas en faire, en fait, même son rapport à la production, tout ça, c'est des choses que je ne partage pas. Voilà. Pour autant, Besson est un type, effectivement, qui aime énormément le cinoche, comme Tarantino aussi, quoi, bien sûr. Ouais, c'était surtout pour se détendre un peu. J'ai trouvé le parallèle amusant. Bien sûr. Robert Guédiguian, merci beaucoup d'avoir fait cette interview avec nous. C'était vraiment un grand plaisir de vous recevoir. Et puis, on rappelle, c'est le 27 novembre, du coup, oui. Gloria Mundi, votre prochain film. Merci beaucoup. Merci à vous.